Reprise du débat. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi S9, soit une loi modifiant le Code criminel, la loi sur le terrorisme nucléaire. S9, je tiens à le préciser parce que c'est un projet de loi qui nous vient du Sénat. Ce projet de loi-là concerne la loi sur le terrorisme nucléaire et modifie le Code criminel. Ça a été fait dans un but, c'est de mettre en œuvre des exigences de 2 traités internationaux que le Canada a signés, mais pas encore ratifiés. Parce qu'il faut comprendre que pour ratifier un traité, il faut avoir mis les lois en vigueur qui s'appliquent à ces traités-là. Ces 2 traités internationaux ont pour but de combattre le terrorisme nucléaire. Donc, ça comprend la version modifiée de 2005 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, soit le CPPMN, et la Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, soit le CIRATN. Pour le moment, le Canada a signé ces 2 traités en 2005. Le processus, quand on parle de conclusion d'un traité international, se fait en plusieurs étapes au Canada. Donc, tout d'abord, il y a les négociations, la signature. Ensuite, on ratifie, on met en œuvre et ils entrent en vigueur. Pour ces 2 traités-là, on n'est qu'à la phase de signature. Il importe, je pense, de remarquer que la signature d'un traité international n'est que la première étape du processus de conclusion d'un traité. Et la signature signifie qu'un pays est d'accord en principe sur les termes du traité et a l'intention de s'y soumettre. Après avoir signé un traité, le Canada doit éviter les actions qui vont à l'encontre du but et de l'intention du traité, mais il n'y est pas lié officiellement avant la ratification. On peut donc voir qu'il reste quand même un long chemin à parcourir avant que ces traités-là soient vraiment effectifs dans notre pays. Pour être capable de ratifier ces 2 traités, le Canada a besoin de modifier quelques-unes de ses lois. Nous devons, en réalité, mettre en place des lois pour criminaliser les infractions décrites dans ces 2 traités. Donc, c'est d'ailleurs le but de ce projet de loi, apporter les modifications nécessaires au Code criminel pour être en mesure de ratifier ces 2 traités et faire un pas de plus vers leur entrée en vigueur. Donc, je pense que tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que ces 2 traités-là veulent mettre en place? Bon, si on parle de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui a été ratifiée par le Canada en 1980, son but en 1980 était l'élaboration de mesures liées à la prévention, à la détection et à l'imposition de peines reliées aux matières nucléaires, pour les crimes qui sont reliés aux matières nucléaires. Cependant, le champ d'application de la CPPMN était limité aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international. Et en 2005, donc, il y a eu des modifications qui ont été apportées et ces modifications-là visaient l'utilisation et l'entreposage et le transport des matières nucléaires et, bien sûr, les installations nucléaires pacifiques en tant que telles à l'intérieur du même pays. Et les modifications aussi apportaient des éléments favorisant la coopération entre les États sur l'élaboration de mesures visant à récupérer le matériel nucléaire volé ou transféré illégalement et des mesures d'atténuation des conséquences radiologiques du sabotage et la lutte contre les crimes reliés aux matières nucléaires. Cet amendement affirme clairement que l'objectif de la Convention est de prévenir et de combattre les infractions concernant les matières et les installations nucléaires dans le monde entier et faciliter la coopération entre les États. Donc, le Canada avait ratifié la version de 1980, mais pas encore celle de 2005 qui apportait les modifications dont je viens de parler.
Si on prend la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, son but était de prévoir de nouvelles infractions criminelles pour des actes de terrorisme nucléaire et d'imposer l'obligation de poursuivre ou d'extrader en cas d'infraction criminelle pour des actes de terrorisme nucléaire. Donc, le projet de loi ici qui a été présenté crée divers articles mettant en place les dispositions contenues dans ces deux conventions. Je crois ici que c'est important de s'attarder au fait de comprendre pourquoi, en tant que néo-démocrate, je soutiens ce projet de loi-là et aussi plus globalement pourquoi le NPD a choisi de soutenir ce projet de loi-là. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que le terrorisme nucléaire constitue évidemment une menace et un enjeu important en matière de sécurité internationale. Je pense que d'ailleurs, c'est une des menaces qui pèse le plus lourd, si on peut dire, dans le monde, parce que les conséquences, on les a malheureusement déjà vues, peuvent être complètement désastreuses. Donc, à l'heure actuelle, on sait que ça prend pas beaucoup pour causer des dommages importants, que les citoyens de ce pays, mais aussi les citoyens à travers le monde, s'inquiètent beaucoup du terrorisme nucléaire et sont très inquiets quand on entend parler d'une possibilité, que certains pays ont des programmes nucléaires. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important dans la tête des gens, non pas seulement des Canadiens, mais même à l'échelle internationale. Aussi, je tiens à souligner qu'on a à cœur la diplomatie et la coopération internationale. Donc, pour nous, ratifier des traités qui visent à solidifier la coopération des pays sur le terrorisme et le terrorisme nucléaire, c'est quelque chose qui va de soi. Lorsqu'on parle de situations aussi préoccupantes que cela pour la sécurité, je pense que on ne peut pas se cacher la tête dans le sable et on n'a pas le choix de coopérer, si on peut dire, dans toutes les entités démocratiques afin d'obtenir des résultats et pour assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens, autant des citoyens de notre pays, mais d'autres citoyens ailleurs. Je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles je veux appuyer ce projet de loi-là, c'est que au niveau du Parti démocratique, on est fiers de notre réputation internationale de par le monde, même si, je pense qu'elle a été escamotée un petit peu par le gouvernement conservateur à plusieurs reprises au cours des dernières années. Donc, faire un pas de plus vers la ratification de ces traités montre qu'on n'a pas oublié nos engagements internationaux et je pense que ça nous permettrait de nous ramener un peu vers la bonne voie, si on peut dire, au niveau de l'image internationale que le Canada veut projeter. Comme l'ont affirmé plusieurs témoins lors de l'étude de ce projet par le Sénat, l'une des principales façons d'empêcher des matières radioactives de se retrouver entre les mains de terroristes est bien entendu de renforcer la sécurité nucléaire. Et également, lorsque c'est possible, de réduire l'utilisation des matières nucléaires dans un usage militaire. C'est de la simple logique. Si on vise à réduire le plus possible l'utilisation de matières nucléaires, elles sont moins disponibles, donc les terroristes ont moins de chances d'être capables de les voler et de les utiliser à des fins vraiment dangereuses pour notre société. Donc, ça, c'est vraiment une logique, c'est une première étape dans le monde militaire. On essaie de réduire le plus possible l'utilisation du nucléaire. Comme ça nous évite bien des problèmes par la suite. Je tiens à souligner, comme le précise Matthew Byrne, professeur associé de politique publique à Harvard University, dans son témoignage lors des audiences du Sénat, dans énormément de sites à travers le monde, la sécurité a été améliorée de façon spectaculaire et dans énormément d'autres sites, les matières nucléaires peuvent être utilisées à des fins militaires, ont complètement été retirées, réduisant ainsi à zéro le risque de vol de matières nucléaires dans ces sites. Plus de 20 pays ont éliminé de leur territoire toutes les matières nucléaires pouvant être utilisées à des fins militaires. Ces succès représentent, au vrai bon sens du terme, des bombes qui n'exploseront jamais. Je pense que
ça vaut la peine de répéter les 5 derniers mots, des bombes qui n'exploseront jamais. Donc, ça vient renforcer ici le fait que moins ces matières-là sont utilisées et si on est capable de ne pas les utiliser du tout, bien, c'est des bombes qui ne pendent pas, qui pendent pas au-dessus de notre tête et qui n'exploseront jamais. Donc, dans cette optique, je pense que le Canada doit faire des démarches concrètes pour appuyer la sécurité nucléaire dans le monde et je pense que ce projet de loi-là est un pas dans la bonne direction. Et ce projet de loi-là aussi, bien qu'il s'applique aux lois canadiennes, vient d'un effort qui est de portée mondiale. Le Canada n'est qu'un des pays signataires de ces traités et comme il s'agit d'une coopération internationale autour d'un but commun, c'est vraiment en s'assurant que chaque pays fasse sa part dans tout ça qu'on réduit le risque pour nos concitoyens. Donc, je le répète, c'est vraiment un traité qui vise, un projet de loi qui s'inscrit dans un but de coopération internationale entre différentes entités. Je pense qu'auparavant, on a été reconnu sur la scène internationale comme un pays qui valorisait la coopération. Donc, il faut continuer à faire notre juste part et aller au bout de nos engagements internationaux. Si on parle de diplomatie et de coopération internationale, je pense qu'il faut rappeler que si le Canada veut jouer à nouveau un rôle de premier plan au niveau de la diplomatie et de la coopération internationale, et s'il veut travailler à convaincre d'autres pays à adopter une approche responsable qui viserait à réduire les risques de terrorisme et de vol de matières ou d'armement nucléaire, nous devons alors montrer l'exemple et prendre dès maintenant des mesures responsables. Et la ratification de ces traités par le Canada incitera d'autres pays à prendre des mesures pour les ratifier à leur tour. Et par cela, nous ferons un pas de plus pour améliorer la sécurité à l'échelle mondiale. Je tiens ici quand même à ouvrir une parenthèse. Bien que je souligne l'importance d'adopter ces mesures-là, il reste néanmoins que lorsqu'on parle de sécurité nucléaire, c'est quand même une question assez complexe. Je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Donc, le fait de vouloir ratifier et de mettre en place des mesures quand même assez rapidement ne signifie pas qu'il faut escamoter le travail en comité. Je pense que l'important ici, c'est de vraiment prendre le temps de bien le faire, de bien étudier les dossiers pour justement le faire qu'une seule fois et ne pas avoir à refaire des ajustements par la suite. Donc, bien qu'il y ait une certaine urgence d'agir, parce que, bon, les conservateurs sont quand même au gouvernement depuis longtemps et qu'ils auraient pu proposer un projet de loi comme ça bien auparavant, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de bien le faire parce que c'est la sécurité de nos concitoyens qui est en jeu. Bon. Une fois que le Canada sera en mesure de ratifier le traité, celui-ci devient le fondement juridique de la collaboration du Canada avec les autres pays signataires de la Convention. Donc, cela inclut notamment les domaines des enquêtes criminelles, de l'entraide juridique et de l'extradition. Cela va améliorer de toute évidence les possibilités de coopération internationale et de lutte contre l'insécurité au niveau nucléaire. Ce projet de loi-là doit être vu comme la possibilité d'avoir accès aux dispositions du traité à l'échelle internationale. Mais pour ça, il faut bien entendu que ce projet de loi-là soit étudié en comité en profondeur pour vérifier ses aspects techniques. Ce projet de loi entend mettre en œuvre des lois qui sont reliées à des dispositions comprises dans ces 2 traités internationaux. Et le travail du comité permettra d'étudier les articles et d'être sûr qu'il atteint son but, nous permettre de ratifier les 2 traités signés en 2005. Comme je l'ai précisé auparavant, Monsieur le Président, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre que lorsqu'on parle de sécurité nucléaire, il y a quand même beaucoup d'aspects très techniques. Donc, le comité ici devra vraiment faire un travail important et prendre le temps d'étudier la question en détail afin d'être sûr que ce projet de loi-là inclut vraiment toutes les dispositions, ne va pas trop loin, mais va assez loin. Donc, ce qu'il faut viser ici, c'est vraiment
dans un effort, je le crois, non partisan, d'atteindre vraiment le meilleur pour la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour assurer la sécurité à l'échelle internationale, parce qu'on ne se le cachera pas qu'avec le nombre de voyageurs qui se promènent un peu partout dans le monde, qui viennent du Canada et d'ailleurs, et même notre proximité avec certaines frontières, il reste que même si l'événement, la bombe nucléaire en question, qui pourrait être utilisée par des terroristes, n'est pas déployée dans les frontières de notre pays, elles peuvent avoir des conséquences sur les Canadiens qui sont à l'étranger. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on vise vraiment à établir un projet de loi dont on va pouvoir être fier et qui va peut-être donner l'exemple à d'autres pays qui n'ont pas encore ratifié les 2 différentes conventions, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller de l'avant lorsqu'on parle de sécurité nucléaire. Indépendamment des détails techniques du projet de loi qui seront étudiés en profondeur en comité, j'aimerais rappeler qu'il est extrêmement important de faire progresser la ratification de ces traités pour appuyer les efforts en vue d'assurer la sécurité nucléaire à l'échelle mondiale. En 2010 et 2012, le Canada et plusieurs autres pays participant au sommet de la sécurité nucléaire se sont engagés à ratifier ces 2 conventions. De plus, au sommet de 2012 à Séoul, les États participants se sont engagés à faire entrer en vigueur les modifications de 2005 sur la CPPMN pour le sommet de 2014. Mais pour que tout ça arrive, il faut que les 2 tiers des 145 États participant à la Convention ratifient le traité. Jusqu'ici, seulement 56 d'entre eux l'ont fait, alors qu'il en faudrait au moins 97. Ratifier de notre côté le traité représente, dans ce contexte, un pas de plus vers l'entrée en vigueur à l'échelle internationale de cette modification à la Convention. Donc, Monsieur le Président, ça représente un pas de plus pour l'ensemble de la communauté vers une sécurité nucléaire plus approfondie, vraiment, dans notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la collègue d'Abitibi-Témiscamingue qui a livré un excellent discours concernant un projet de loi qui est pas évident. Je l'ai dit beaucoup pendant mon propre discours. Pendant l'étude devant le Sénat, en comité sénatorial, j'ai posé la question aux collègues libérales tout à l'heure, mais j'aimerais avoir l'opinion de ma collègue néo-démocrate. Le sénateur Dallaire a émis un commentaire qui se lit à peu près comme suit. J'aimerais revenir rapidement au fait que nous soyons saisis de tous ces différents projets de loi. Nous réglons les points qui nous sont présentés, mais même après avoir lu le rapport de 2010, nous n'avons pas une bonne idée des lacunes en matière de sécurité pour ce qui est du terrorisme ou de la lutte contre le terrorisme. Oui, nous devons faire notre devoir de législateur, mais en l'absence d'un tel cadre, le comité est un peu mal équipé, me semble-t-il, pour prévoir avec une certaine certitude ce qui nous attend et pour déterminer si le ministère ou les ministères font ce qui s'impose assez rapidement pour lutter contre le terrorisme. Et je lui pose la question si elle partage cette façon de voir du sénateur Dallaire, surtout elle qui travaille très fort dans les dossiers en matière de défense nationale. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, pour savoir si un projet de loi va vraiment faire un pas vers l'avant sur la sécurité nucléaire, il faut savoir quels sont les dangers et les risques. Et comme le sénateur le soulignait, lorsqu'on n'a pas ces dangers-là, ces risques-là, c'est difficile de faire l'évaluation à savoir si on ferme bien la porte à l'utilisation de matières nucléaires à des fins terroristes. Il faut comprendre aussi qu'on se trouve dans 2 différents contextes. On a, oui, on veut fermer la porte à toute
l'utilisation éventuelle de ces matières-là par les terroristes, mais il faut aussi que ce projet de loi soit capable de laisser, si on peut dire, un certain accès raisonnable aux matières nucléaires, par exemple, qui sont utilisées à des fins médicales. Donc, lorsqu'on parle de sécurité nucléaire, il faut quand même être capable de balancer ces deux aspects-là. Et si on ne connaît pas vraiment les dangers et les lacunes actuelles du système, c'est vraiment dur de trancher à savoir si on ferme la porte à ces dangers-là. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Gatineau. Continuer notre dialogue, Monsieur le Président. Je serais portée à poser la question que j'ai posée à plusieurs autres aujourd'hui concernant son impression du temps que ça a pris pour présenter ce projet de loi S9, Monsieur le Président, parce qu'on l'a entendu régulièrement par nos amis et collègues d'en face. Le gouvernement conservateur font toujours un gros show quand on parle de terrorisme, quand on parle de mesures musclées militaires, etc. Pourtant, c'est un projet de loi qui n'est pas discuté, on n'est pas contre ce projet-là. Je ne pense pas que les libéraux le soient non plus. Alors, pourquoi avoir attendu 5 ans depuis l'adoption des traités pour présenter à la Chambre le projet de loi S9? Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Moi aussi, ça m'a également surpris que ça prenne 5 ans avant de présenter ce projet de loi-là à la Chambre des communes. Bon, je me disais qu'il me semble, lorsqu'on parle de sécurité nucléaire, c'est tellement une grosse question que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas choisi d'en discuter auparavant. Et je pense que à peu près tous les collègues de la Chambre des communes ont l'intention d'appuyer ce projet de loi-là. Donc, je comprends pas pourquoi on a attendu 5 ans, qu'on savait que c'était pas un projet de loi controversé et quand ça sous-tend des questions sur la sécurité des citoyens qu'on représente. Pour moi, c'est un peu incompréhensible. Et il faut aussi comprendre que lorsque on décide de présenter un projet de loi comme ça l'ouvre la porte aussi à l'analyse des menaces actuelles pour la sécurité. Donc, c'est un autre aspect qui, je pense, est très intéressant à discuter, à savoir est-ce qu'il y a un danger à l'heure actuelle au niveau du Canada? Est-ce que, par exemple, nos militaires devraient être davantage formés sur l'intervention en risque de menaces nucléaires? Donc, c'est plein de questions que l'étude de ce projet de loi-là vont apporter et ça me surprend vraiment qu'on ait attendu 5 ans. Je suppose qu'on n'attendait pas mon arrivée à la Chambre des communes, mais je trouve quand même ça étrange. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député Mercier. Merci, Monsieur le Président. Je sais que ma collègue a beaucoup d'expérience au niveau de la force armée, donc moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, j'aimerais savoir quelle amélioration ferez-vous à ces projets de loi? Parce que je sais, oui, on espère qu'il va aller en comité pour faire des ajustements. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci. Je ne sais pas si c'est une modification en tant que telle au projet de loi, mais je pense que si on veut renforcer la sécurité nucléaire, il va peut-être avoir lieu de se poser la question à savoir si nos intervenants sont suffisamment formés pour intervenir en question lorsqu'il y a des menaces à la sécurité nucléaire. En tant que militaire, j'ai reçu quand même une formation de base en ce qui concerne l'intervention dans des où il y a des menaces nucléaires, mais il reste que c'est une formation quand même assez de base. Donc, ça, c'est une question, par exemple, qui peut être amenée, à savoir, sans que ce soit un amendement comme tel, peut-être que l'adoption de ce projet de loi-là ou la discussion en comité va amener des points à savoir est-ce que, par exemple, nos militaires ou nos forces policières ou des gens sont suffisamment formés pour intervenir lorsque, par exemple, il y a eu de vol de matière nucléaire, lorsqu'on a attrait à la manipulation. Il faut comprendre qu'on a un grand pays. Donc, si on a seulement une équipe spécialisée, ça peut prendre du temps avant qu'elle soit capable d'intervenir sur le terrain. Donc, est-ce qu'on devrait davantage former nos policiers, nos pompiers ou, les autres intervenants de première ligne? C'est une question, ainsi que le personnel médical. Moi, à l'heure actuelle, dans mon hôpital, je suis infirmière aux soins
intensifs à l'urgence. Et je vous avoue que les infirmières, on n'a aucune formation à intervenir, par exemple, à des gens qui auraient été exposés à des substances nucléaires. Donc, peut-être qu'une intervention rapide par du personnel médical qualifié, qui ont déjà, si on peut dire, eu une formation à savoir quoi faire, serait plus appropriée. Mais c'est une question qui devrait être soulevée en comité et j'aimerais vraiment qu'on ait la chance d'en discuter. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps approprié pour étudier ce projet de loi-là en comité. Merci. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue pour son discours et tout le travail qu'elle accomplit. Bon, nous, les démocrates, sommes déterminés à favoriser la diplomatie multilatérale et la coopération internationale, particulièrement dans des domaines qui font l'objet de préoccupations communes, dont le terrorisme nucléaire. Pourquoi devons-nous travailler avec les autres pays qui ont entrepris le processus de ratification de ces conventions? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de diplomatie entre les pays, un exemple qui me vient en tête, c'est lorsqu'on parle d'utilisation de matières nucléaires par les militaires. Souvent, dans les différentes forces armées de pays, lorsqu'il y a une possibilité de conflit éventuel entre deux forces armées, il n'y a personne qui, si on peut dire, renonce à l'utilisation de ces armes-là tant que l'autre n'a pas fait un pas. Et bien, pour ça, il faut utiliser de la diplomatie. Donc, les gens discutent ensemble et disent, par exemple, bon, ben si tu arrêtes d'utiliser ces matières-là, moi aussi, je suis prêt à le faire. Et c'est par la diplomatie que les gens sont capables, si on peut dire, d'arrêter à recourir à ces matières-là ou plutôt de les avoir, si on peut dire, en leur possession. Donc, la diplomatie et la coopération entre les pays permettent tranquillement de diminuer le nombre de matières nucléaires qui sont accessibles, donc qui peuvent être volées et éventuellement causer des bombes qui nous pendent au-dessus de la tête. Reprise de débat.